suis Frédéric Paul, guide conférencier et créateur des visites Le Visible est Invisible à Aix et en Provence. J'ai créé des visites où j'aime montrer les détails devant lesquels on passe et qu'on ne regarde pas. Grâce à ces visites, je rencontre de nombreuses personnalités. J'ai eu envie de les mettre en avant dans un podcast. Ce podcast, bienvenue, c'est le podcast Les gens d'Aix, le podcast qui fait parler des Aixois. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et que vous pouvez voir sur Spotify ou YouTube. Aujourd'hui, je suis devant la piscine Yves Blanc et si je suis là, c'est parce que mon invitée est une invitée exceptionnelle, Virginie Dedieu. 3 fois championne du monde de natation synchronisée. Elle a le plus beau palmarès de la natation synchronisée, elle a le record de notes, mais elle a révolutionné son sport. Aujourd'hui, Virginie Dedieu va nous parler de sa carrière, de sa trajectoire, mais aussi de sa vie après les bassins. Je vous souhaite une bonne écoute avec Les gens d'Aix. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, nous sommes à la piscine Yves Blanc à Aix-en-Provence. Je voulais d'abord remercier les équipes de nous avoir ouvert ce lieu et permis de faire ce tournage ici. Et on peut dire que vous êtes une star de la natation synchronisée, de la natation artistique, puisque vous avez gagné en totalité, durant votre carrière, 129 médailles. Vous avez été médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney. Vous avez remporté 5 titres de championne d'Europe, 40 titres de championne de France. Vous avez reçu la note record de 99,833 sur 100 points possibles. Vous avez une piscine qui porte votre nom à Fuveau, une école à Bouc-Bel-Air. C'est un beau palmarès. Et il y a les 3 titres de championne du monde qui manquent. Je ne l'ai pas dit, effectivement. 3 titres de championne du monde sur 3 championnats du monde consécutifs. Oui, oui. D'ailleurs, vous êtes la première championne du monde que je reçois dans ce podcast. Et j'ai cette question que je me pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que ça fait de se dire qu'à un moment de sa vie, on est la meilleure personne dans sa discipline sur la planète ? On ne se le dit pas forcément soi sur le moment, je pense, parce que on a plusieurs étapes, on travaille pour, et c'est aussi quand ça arrive, c'est finalement plus un soulagement que la concrétisation. Ça l'est, la concrétisation, mais sur le moment, c'est vraiment un soulagement. Et je m'en suis peut-être rendu compte quand les autres, ils vous le disent. Mais tu te rends compte, regarde, tu prends la planète et t'es la meilleure de tout ça. Et là, voilà, c'est plus le regard ou le langage des autres qui vous le fait comprendre plus que soi-même, parce que on a acheminé un chemin, enfin voilà, on a fait un chemin, on a travaillé pour, et ça on l'oublie. C'est la performance et c'est la finalité de ce qu'on va créer qui va être important pour nous. Plus encore que le symbole que ça représente à ce moment-là, quoi. Oui, puis en plus, vous avez réussi à l'avoir 3 fois de suite. Oui, alors après, justement, sur ce projet-là, il y a d'autres objectifs, d'autres étapes, d'autres envies qui naissent au fur et à mesure, se remettre en question, bien sûr, évidemment, et pouvoir justement rebondir par rapport à un premier et savoir comment on peut le réitérer par rapport aux autres qui arrivent, des nouvelles, la discipline qui évolue, comment nous on veut la faire évoluer, parce que c'est aussi un petit peu ça, essayer de marquer un peu l'histoire, de laisser une trace, d'écrire quelque chose, d'avoir quelque chose de remarquable. Donc en dehors d'être la meilleure du monde, c'est qu'est-ce que je peux apporter dans ma discipline pour moi, pour me faire plaisir, pour trouver un intérêt à continuer. Et bien sûr performer, quoi. Et qu'est-ce qui est plus dur, c'est de devenir championne ou de le rester sur la durée ? C'est une bonne question, parce que les deux finalement sont, enfin pour moi, a été des étapes différentes. Donc un process différent, et donc les deux n'ont pas été évidents, ni l'un ni l'autre forcément. J'ai envie de dire quand même que dans ma discipline, c'est peut-être la première fois, parce qu'on est un sport à hiérarchie et que c'est très compliqué de bouleverser la hiérarchie, alors peut-être encore plus à mon époque, parce qu'aujourd'hui le règlement a complètement changé et on annonce des difficultés, donc c'est déjà plus évident quand on fait quelque chose de difficile, alors qu'avant c'était assez subjectif et les juges n'étaient pas forcément capables de s'en rendre compte. Donc quand on a inventé quelque chose, oui c'est joli, c'est nouveau, non mais c'est extrêmement dur à faire, donc essayer de le comprendre. Donc ce processus-là avec les hiérarchies était beaucoup plus difficile à bouleverser. Aujourd'hui c'est une mécanique qui marche
plus facilement quand on est un petit pays et qu'on a une fille qui est très forte, elle arrive à bouleverser un petit peu tout ça. Mais en effet, c'est une étape de frustration, de se dire que même le jour J, on a réussi à faire quelque chose de très fort et on le marque pour les juges. Ça n'a pas suffi la première fois parce qu'il faut le marquer plusieurs fois, d'année en année. Et se dire non, mais je ne suis pas juste bien sur aujourd'hui. Les juges, ils avaient besoin de se rendre compte sur plusieurs années qu'une fille marquait les esprits, la technique. Et voilà, quand on n'était pas les pays de la natation artistique. Donc chez nous, c'était les États-Unis et le Canada qui ont formé, qui ont créé cette discipline. Oui, ce sport. Donc, quand on arrivait de ces pays-là, on avait une force un peu plus importante. Après, ça a été les Russes parce qu'elles ont dominé X années. Donc, quand on était nouvelle en Russie, on savait qu'elle était forte. Bon, c'était pas forcément le cas puisqu'elle arrivait. Donc, en effet, quand on était française, c'était pas évident de se dire mais si, elle peut gagner. En fait, c'est faisable, quoi. Donc, ça a été assez long et frustrant parce que pendant 2 ans, j'ai tout l'entourage qui nous disait mais tu devrais gagner, là tu vas gagner. Forcément ce que tu fais là, personne ne le fait, c'est beaucoup plus dur que les autres. Et ça ne marchait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Parce que de toute façon ça ne fonctionnera jamais. C'est comme ça, les Russes gagneront toujours et je ne peux plus rien faire même si je suis meilleure qu'elles. Ou on va essayer de trouver encore le petit détail, la petite bête qui va faire que c'est une évidence. Si, je suis meilleure qu'elle, mais pourquoi? Et tout ça, ça a été assez long et un peu frustrant pour moi. Après, le fait de chercher à réitérer, c'était de réinventer mon sport et ça, c'est un peu mon savoir-faire. Oui. Donc, je ne vais pas dire que c'est plus facile parce que dans le quotidien, dans l'intention, c'est de l'attention, c'est de la persévérance, c'est de la recherche, c'est de la remarque, de l'observation tout autour aussi. Et forcément de la remise en question parce qu'on se dit on part de zéro, je ne suis plus rien, il faut que je réinvente quelque chose. Donc c'est pas évident, mais ça a été beaucoup moins frustrant pour moi en fait et peut-être moins long aussi. Parce qu'on voit les nageuses, ça a l'air facile, mais c'est un sport qui est très sportif. Très compliqué aussi. Et alors justement, il faut se dire que plus ça a l'air facile, plus ça a été travaillé. Bien sûr. Et donc maîtriser, et dans la force, et dans la technique, et dans l'artistique, dans le détail du savoir-faire. C'est un danseur étoile. On a l'impression que c'est que de l'art, mais bien sûr que ce sont de très grands sportifs. Et nous, notre discipline, elle allie la natation, le water-polo, la gym, la GR et la danse. En gros, c'est ces 5 disciplines-là. On a pour habitude de dire que c'est un programme, c'est un 400 mètres et en apnée. Et pourquoi? Parce qu'il y a des pics d'efforts sur des portées, sur des poussées, où on va sortir notre corps entièrement de l'eau, qui font vraiment explosif. Ça reste quand même un sport à endurance parce que c'est long, c'est entre 2 et 5 minutes. Enfin, maintenant c'est un peu plus court, ça va jusqu'à 4 minutes maximum. Et on est le 3/4 du temps en apnée. Ouais. Donc c'est extrêmement épuisant, fatigant et bien sûr que ça demande de la technique, du gainage, du maintien, du muscle, de la puissance. Donc tout ça c'est extrêmement compliqué à avoir en une fraction de seconde, quoi. Oui, c'est pas évident quand on regarde de l'extérieur. Mais du coup, j'aimerais revenir à votre parcours. Comment vous êtes arrivé à la natation synchronisée? Alors, un peu par hasard. Il se trouve que j'ai appris à nager dans cette piscine en tant que bébé nageur. Mais moi, j'étais vraiment attirée par la danse classique notamment. Je rêvais d'être petit rat d'opéra ou danseuse étoile. Et je suis née à côté d'Aix-en-Provence et dans ma ville, il y avait un cours de danse. J'ai une grande sœur qui avait fait ce cours de danse et ma mère avait remarqué que moi je voulais faire ça assez sérieusement et elle trouvait que c'était un peu de la garderie, donc elle trouvait ça dommage de m'inscrire ici. Et je faisais déjà de la danse moderne dans cette ville, à Bouc-Bel-Air, et c'est en discutant avec ma prof de danse moderne qu'on a découvert la synchro. Je ne sais pas pourquoi. Elle lui a parlé de la natation synchronisée qu'il y avait à Aix-en-Provence. Elle dit, mais vous savez, il existe la natation synchronisée à côté de chez vous. Et je sais que Virginie aime l'eau, puisqu'elle a su nager très tôt. Et c'est un lien entre la danse et la natation. Donc peut-être que vous pourrez tester. Donc je ne sais vraiment pas pourquoi elle lui a parlé de la synchro. Et donc on a testé en cours d'année. Alors en cours d'année, c'était en novembre. Chose qu'aujourd'hui dans le club ne serait impossible parce que
en 86, c'était un tout petit club. Donc on a pu m'accueillir en cours d'année, me tester et me prendre, alors qu'aujourd'hui, on est 160 licenciés, c'est impossible. Donc j'ai eu la chance de pouvoir tester à ce moment-là, et c'est vrai que ça m'a plu, je me sens très à l'aise dans l'eau. C'est très artistique et voilà, c'est un monde dans lequel je me plais. L'année d'après, j'ai pu trouver aussi un excellent cours de danse classique à Gardanne avec une prof qui sortait du conservatoire d'Aix et qui m'a énormément apporté. Donc j'ai pu faire les deux en parallèle et à un moment donné, il a fallu que je choisisse. Et c'est vrai que mon premier amour de la danse est parti parce que j'avais commencé à 10 ans les compétitions, que je crois aussi que je suis une compétitrice et que j'ai gagné mes premières compétitions aussi. Donc je me suis lancée plus dans la synchro que la danse classique. Mais voilà, ça a été quelque chose qui m'a énormément apporté de toute façon, quoi, la danse. Et est-ce que être ici à Aix-en-Provence, ça a apporté quelque chose ou où la ville n'a pas d'influence sur votre parcours? Alors, le cadre, forcément, parce que j'y suis bien. Je suis quand même partie 13 ans à Paris pour être à l'INSEP, donc à l'Institut national des sports, pour m'entraîner avec l'équipe de France, toujours licenciée à Aix-en-Provence. Mais je suis partie quand même vivre à Paris. J'aurais pu y rester. Je suis revenue, c'est pas pour rien. Donc c'est que le cadre me plaisait. Le club en soi, au départ, n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. Donc quand il y a une nageuse qui commence aujourd'hui à Aix-en-Provence ou un nageur, il peut se dire, oui, l'organisation et le cursus de l'histoire de cette ville et de ce club m'a porté forcément parce que il y a une force et une organisation, un savoir-faire qui va porter forcément les nouveaux athlètes. Moi, je suis arrivée, c'était un tout petit club et en fait, le club a monté avec moi. Donc, il s'est structuré en même temps. Je ne vais pas dire que c'est grâce à moi, mais ça a aidé sur la suite. Mais il s'est structuré au fur et à mesure où j'étais là. Et on a mis, la ville a mis forcément un peu les moyens, en tout cas l'aide, pour que ça puisse s'organiser. Donc forcément que Aix a aidé à développer mon club. On a eu une personne de la fédération qui est arrivée pour monter un pôle espoir. Donc moi j'avais 12-13 ans, j'ai vu arriver ces filles-là de 15 ans, il n'y en avait que 2-3 au début, mais elles nous ont ouvert les yeux aussi sur le haut niveau. Et donc c'est parce que ça a été possible avec le CREPS qui est à Aix-en-Provence, l'accueil donc d'une personne qui avait un peu plus encore de savoir-faire et après les moyens des piscines qu'on a parce qu'il faut avoir des créneaux, l'espace et la piscine Yves Blanc. Nous on avait aussi la piscine universitaire qui est une super piscine pour nous parce qu'on peut avoir l'espace et la profondeur. Donc les infrastructures de la ville sont indispensables. Donc forcément la ville a aidé dans mon processus aussi, oui. Moi, quand je suis arrivé à Aix, c'était 2002-2003, le nom de Virginie de Dieu était partout. Oui. Du coup, il y avait vraiment, j'ai l'impression, après je ne sais pas si vous l'avez vécu, comme si vous étiez porté par la ville, par les Alors par les moi, habitants. à ce moment-là, c'est vrai qu'entre 2000 et 2007, c'était mon apogée. J'étais plus là, j'étais plus présente ici puisque j'étais à Paris. Maintenant, je revenais nager régulièrement parce que je nageais encore pour le club au championnat de France, donc je revenais les week-ends et je revenais aussi pour les remises de récompenses. Moi, je ne l'ai pas trop senti dans le sens porté parce qu'au quotidien, je n'étais pas là. Mais forcément, il y avait des articles parce que j'avais des résultats tout le temps. Enfin, il n'y a pas une compétition où je ne revenais pas avec des médailles. Donc, c'était un peu dans ce sens-là, je pense. C'est vrai que Sport Santé a énormément porté l'histoire et il m'a dit que j'étais la plus grande sportive aixoise parce que je remportais tout à ce moment-là et qu'au niveau des points, j'étais au-dessus des autres quand il essayait de comparer, alors que c'est pas forcément comparable, hein, les sports. Il y en a qui font plus de compétitions que d'autres et donc c'est un cumul de points. On a plus de points quand on fait des compétitions tous les week-ends, mais c'est moins important. Mais voilà, donc c'était quand même en effet mis en avant par rapport au sport de la ville et
Et oui, apparemment, j'ai marqué l'histoire du sport aixois. Ouais. Oui. Mais pas seulement aixois, parce qu'il y a plein de petites filles qui vous ont vu et qui ont voulu faire ce sport. Ah oui, après, oui, d'un point de vue national, forcément. Donc, et même international, je dirais, parce que je crois que j'ai vu il y a quelques jours sur vos réseaux le témoignage d'une championne du monde qui est grecque, c'est ça, qui a fait ce sport parce qu'elle vous a vu en vidéo. Donc, ça fait quoi d'avoir cette aura? Ça fait forcément plaisir, c'est sûr. En plus, c'est un peu pour ça qu'on le fait. C'est dans un sport artistique, on a envie d'inspirer, on a envie de partager quand on fait nos programmes. Donc de donner des vocations, de faire naître des vocations, je trouve ça génial. Et à mon sens, j'ai sûrement pas dû le faire assez parce que mon sport n'est pas très visible, en tout cas en France. Alors peut-être qu'en Grèce, c'était plus visible. Je sais qu'en Italie aussi, ça l'est beaucoup. J'ai d'autres amis, aujourd'hui qui sont devenus des amis, qui m'ont dit « mais oui, moi je t'ai vue petite donc à l'international, à la télé, et ça m'a donné envie parce que je pense que j'ai apporté quelque chose d'autre. » Donc c'est quand j'ai expliqué que se réinventer et réinventer son sport quand on est une première fois championne du monde, il faut avoir la force de revenir, en fait, de réitérer. Et c'est ça que j'ai réussi à faire quand j'ai ces retours. Oui. Tu nous as fait rêver, tu nous as donné envie. Ce programme-là, il nous a donné des frissons. Et c'est génial parce que j'ai réussi à raconter une histoire dans une performance. Et c'est l'aboutissement de ce qu'on a voulu faire, en fait. Donc c'est ces retours-là, plus qu'une médaille ou qu'un jugement d'une note qu'on attend. Donc quand on entend ça, c'est absolument génial, quoi, complètement. Oui, vous avez bouleversé en fait le sport, votre sport, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce qu'on ne peut pas revenir avec le même programme d'un championnat à un autre. Donc. Alors on peut, mais ça peut ne pas marcher ou on peut le faire mieux, parce qu'un 400 mètres ou un 100 mètres en natation, on nage toujours un peu de la même manière et c'est le temps qui compte, donc on peut revenir pareil. Mais dans notre sport, c'est vrai que c'est plus intéressant en tout cas. Oui, sinon, moi, je m'ennuie, c'est plutôt ça. Raconter une nouvelle histoire, c'est ça. Oui. Complètement. Et vous parliez de l'importance du championnat du monde. Moi, j'ai une question. Vous avez été aussi médaillé olympique. Est-ce qu'il y a une différence de hiérarchie, une médaille qui est plus importante? Est-ce que c'est plus important d'être médaillé aux Jeux olympiques? Est-ce que c'est plus important d'être championne du monde? Alors, chez nous, on n'a pas les mêmes disciplines dans la compétition. Oui. Donc en effet, par exemple, le solo n'est pas olympique, c'est pas une épreuve olympique. On n'a que le duo et l'équipe, et encore moi quand j'ai commencé aux Jeux d'Atlanta, il n'y avait que le ballet d'équipe. C'est une organisation, le CIO, c'est toujours un problème d'entrée de médailles, de jours de compétition, de nombre d'athlètes, donc ils sélectionnent des choses. Donc, dans l'histoire de la synchro, il y avait le solo et le duo aux Jeux olympiques, depuis 1984 à Los Angeles jusqu'à Barcelone. Et en fait, notre discipline a failli disparaître. Pour telle et telle raison, je ne sais pas. Et ils ont essayé de mettre le ballet d'équipe à Atlanta parce que c'était encore plus spectaculaire. Ils se sont dit, bon là, au niveau des ventes des billets, ça va marcher. Donc c'est ce qu'ils ont fait. À Atlanta, ils ont mis que le ballet d'équipe. Ils ont supprimé solo duo. Et ce qu'il y avait de très rébarbatif et pas très intéressant pour le public, c'était les figures imposées. On est en bonnet blanc, maillot noir, on passe individuellement devant le jury, il n'y a pas de musique, c'est très sérieux et c'est lent, les figures sont très lentes. Donc ça, c'était encore aux Jeux Olympiques jusqu'à Barcelone. Pour le solo et le duo, c'était moitié donc, la note technique de cette figure imposée et moitié le programme en musique qui faisait la note. Et donc ça a évolué un petit peu. On a eu un programme technique à la place des imposés. Donc c'était un ballet avec de la musique et ça restait plus spectaculaire. Et ils ont eu raison parce qu'à Atlanta, c'est une des premières disciplines qui s'est vendue, qui a été remplie. Donc ça a très bien fonctionné. Le règlement à ce moment-là faisait qu'il n'y avait que 8 équipes, 8 pays donc représentatifs aux Jeux Olympiques, alors qu'il peut y en avoir une quarantaine aux Championnats du monde. Et ce n'était pas représentatif des Jeux Olympiques, parce que le but des Jeux, c'est la représentativité mondiale, le multipote en fait, des personnalités. Donc ils ont rajouté le duo à Sydney en mettant 24. Il y a 24 pays qui ont pu participer, mais ils n'ont pas rajouté le solo. Et jusque-là, c'est ça. L'organisation des Jeux, c'est le duo et le ballet d'équipe. Donc, par exemple, je suis championne du monde en solo. Je n'ai jamais pu être championne olympique parce qu'il n'y a pas le solo. Donc, au niveau hiérarchie de la médaille, je ne peux pas comparer parce qu'elle n'existe pas aux Jeux olympiques. Donc, pour moi, c'est quand même, quand on fait une discipline, avoir envie d'être la meilleure de sa discipline, le solo, c'est hyper important. Donc, d'être championne du monde, c'est hyper important. Après, les Jeux olympiques, ça reste
universel, c'est beaucoup plus regardé, beaucoup plus médiatisé ou vulgarisé. Donc c'est vrai que notre discipline étant très confidentielle, oui. on la voit finalement une fois tous les 4 ans et c'est aux Jeux Olympiques. Donc être médaillé olympique, être champion olympique, ça a une extrême importance, surtout sur le grand public, on va dire. Dans le monde du sport, tous les autres sportifs qui pratiquent d'autres sports connaissent mon palmarès et donc ont la reconnaissance de mon savoir-faire parce que je suis championne du monde et pas championne olympique, parce qu'ils connaissent la difficulté, l'intérêt et la difficulté, quoi. Alors que le grand public, s'ils ne m'ont pas vu au jeu, ils ne peuvent pas savoir que je suis championne du monde. Ouais. Donc c'est plutôt ça qui est différent. Mais la médaille olympique, ça reste tous les 4 ans aussi. Oui. Chez nous, les championnats du monde, c'est tous les 2 ans, donc c'est quand même pas évident non plus. Mais ça, voilà, il y a cette difficulté qui rentre en compte en plus. Donc on a du mal à le comparer, mais on va dire que c'est une autre histoire. C'est peut-être un monde parallèle et être médaillé olympique, c'est rentrer dans une autre famille. Oui. C'est ça. Alors, pas championne olympique, mais médaillé olympique, c'est rentrer dans une sphère en fait, qui est hyper importante. Il y a une ambiance des Jeux aussi, il y a quelque chose. Vous avez fait combien de compétitions? J'en ai fait 3 en tant qu'athlète et j'en ai fait 5 après en tant que consultante. Donc je connais bien l'ambiance aussi. Quoi. Parce que, oui, puisque vous êtes consultante à la télévision maintenant. D'ailleurs, on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant pour la flamme olympique, les Jeux olympiques de Paris. Ça fait quoi d'ailleurs de porter la flamme olympique dans sa ville? Ah oui, c'est encore autre chose, hein, mais même rien que de porter la flamme déjà, c'est un honneur parce qu'on sait que le nombre est encore plus petit et c'est pas parce qu'on est médaillé ou champion olympique qu'on va la porter. Donc c'est une reconnaissance en fait. Et alors là, donc je l'avais déjà porté pour Athènes, pour les Jeux de 2004, à l'INSEP justement, dans mon école, on va dire, dans ma deuxième maison. Là, d'être choisie ici et à Aix-en-Provence, devant ma famille, mes amis, c'est encore autre chose et c'est touchant en fait, c'est se rendre compte avec son entourage qui n'a pas pu forcément être là sur d'autres moments et c'est encore plus touchant, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. C'était plus important pour moi encore de le faire à Aix-en-Provence. Ouais. Puis symboliquement, au moment où vous aviez la flamme, c'est le moment où la patrouille de France est passée, oui. Il me semble. Alors j'ai eu un moment, en effet, assez sur un petit nuage. La patrouille est passée au moment où j'ai porté la flamme, tout à fait. Moi, ce jour-là, j'étais sur la scène en haut du cours Mirabeau, et donc on s'est rencontrés après. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous inviter, parce que vous avez un parcours exceptionnel. D'ailleurs, c'est vivre les Jeux en France, du coup, en tant que consultante, cette fois-ci. Vous ne les avez jamais vécus en tant qu'athlète, mais les vivre en tant que consultante, c'est différent. Qu'est-ce que ça apporte? Les vivre en France, il y a peut-être 2 questions en une. Les vivre en France, c'est le rêve de tout athlète. Alors même si voyager, aller à Sydney, à Atlanta, c'est génial. Quand on est sportif, on se dit « Ah, la prochaine compétition, c'est où ?» Donc ça fait plaisir de partir. Mais forcément, de les faire en France, ça a une autre portée. La famille vient beaucoup plus facilement, mais on est complètement porté par son public et en plus mis en avant par les médias et donc visibilité grand public multipliée, ça c'est certain. Donc avoir envie de le vivre, je peux comprendre les athlètes qui ont continué, qui ont poussé pour vivre ça ou qui reviennent parce que c'est un moment unique et ça arrivera qu'une fois dans sa vie. Donc ça serait génial en effet. C'est génial de pouvoir vivre ça. Le fait d'être consultante, moi, je me porte une mission aussi. Je l'ai un peu portée tout durant de ma carrière parce que je suis quand même quelqu'un d'assez introverti et qui n'avait pas forcément envie de parler devant un grand nombre ou d'être interviewé, sachant aussi que des fois les paroles sont déformées, donc ça fait pas du bien parce qu'après on a des retours vis-à-vis des articles qui sont sortis. Mais non, j'ai pas dit ça, ça n'a pas été exprimé de la bonne manière. Donc, donc il fallait apprendre à avoir une gymnastique aussi pour expliquer d'une certaine manière pour pas que ce soit déformé. Donc c'est aussi un savoir-faire. Donc je me suis portée cette mission parce que mon sport n'était pas assez visible, n'était pas assez reconnu. Et donc j'ai pris sur moi en disant si, il faut que tu le fasses parce que c'est important pour ta discipline, pour les autres, pour l'avancée de notre cursus.
Et d'être consultante, ça va dans ce sens-là aussi, c'est vulgariser mon sport, essayer de donner un intérêt au grand public, ceux qui trouvent que c'est gnangnan ou ceux qui peuvent trouver que c'est trop facile, essayer de leur expliquer autrement, de donner un intérêt. Donc moi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est l'expliquer autrement et le donner envie à des personnes qui ne connaissent pas du tout. Et les premières personnes à qui je demande, c'est bon, vous avez compris, c'était clair, il faut que ce soit limpide pour moi, fluide. Et je trouve ça déjà intéressant pour ma discipline. Et après, c'est mettre en valeur les athlètes. Donc parler d'eux, pas parler juste du jour J. J'ai été consultante aussi sur le plongeon. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en fait, je savais qu'ils n'allaient pas prendre un spécialiste, parce que France Télé n'avait pas les moyens de prendre une autre personne. Mais par contre, moi, je connaissais ces athlètes-là. Je savais comment ils avaient travaillé, leurs blessures, sur quoi ils étaient passés dans l'année. Donc c'était pas juste dire, OK, ils ont bien plongé, ils n'ont pas fait d'éclaboussures, la technique était bonne, mais c'est raconter leur histoire. Et donc sur la synchro, c'est la même chose. C'est essayer d'expliquer comment ces filles la vivent. On n'est pas professionnel, elles s'entraînent 8 heures par jour. Essayer de trouver de l'aide aussi pour essayer de continuer à avoir cette discipline-là. Donc c'est tout ça qui est intéressant, je trouve, quand on est consultant, quoi. Et est-ce qu'il y a des similitudes entre être consultante et être athlète Peut-être le stress de ne pas se tromper, que ce soit dans sa discipline ou quand on parle, de ne pas dire de bêtises. Il peut y avoir ce petit premier stress de bien faire, ça c'est certain. Après, c'est quand même pas du tout la même chose dans le process de soi, la personne physiquement, parce qu'on ne va pas fournir le même effort. Mais intellectuellement, il y en a un aussi, donc ça va être comparable comme quand on fait un team building dans une entreprise et qu'on va expliquer un objectif final, comment on le prépare, comment on le met en avant, comment on le valorise. Donc c'est chacun son chemin, mais c'est finalement le même processus, quoi. Ça oui, par contre. Oui. Mais du coup, je pense à quelqu'un d'autre qui est champion du monde. Le talent est héréditaire, puisque votre fils, Maceo, venait de Dieu, et double champion du monde junior. Jeune, donc c'est moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Après les juniors, ça dépend des catégories. D'accord. Donc, est-ce que c'est vous qui l'avez poussé dans cette voie? Est-ce que vous, au contraire, vous avez essayé de l'en dissuader? Alors non. Il y a un juste milieu, peut-être? Oui, il y a un juste milieu. On ne l'a absolument pas poussé. Donc, mon mari est également sportif de haut niveau, donc on sait tous les deux ce que c'est. Il était en équipe de France de baseball et on s'est rencontrés à l'INSEP tous les deux comme ça. Donc pour nous, c'était important que nos enfants fassent du sport, pas forcément du sport de haut niveau, parce qu'on sait ce que ça apporte comme valeur de respect, de partage, de persévérance, de savoir-faire. C'est-à-dire que le sport ne triche pas. Quand on veut réussir quelque chose, on est obligé de travailler. Oui. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde où tout est facile avec Internet, c'était moins évident à comprendre. Donc pour nous, le sport, ça reste important pour l'école de la vie, tout simplement. Donc on voulait qu'ils fassent du sport. Après, il fallait trouver lequel, que ça leur fasse plaisir avant tout. Donc on les a initiés à plusieurs choses. On leur a ouvert les yeux et l'esprit. Mon grand, par exemple, a fait beaucoup plus de tests que le petit, parce qu'il savait moins ce qu'il aimait. Et c'est vrai que Maceo, dès le début, c'est un artiste. Il dansait tout le temps à la maison. Donc j'ai bien compris qu'il fallait l'amener, lui proposer ce genre de sport. Donc il a fait de la danse très rapidement. Il a fait de la gymnastique parce qu'il me semblait que pour un garçon c'était aussi intéressant. Voilà, l'acrobatie, il aimait ça. Et c'est lui qui nous a demandé assez tôt de faire de la synchro parce que bien sûr il m'a vu. Il se trouve qu'il avait 4 ans quand moi j'ai repris la compétition avec le duo mixte, donc avec un garçon. Donc je pense que naturellement petit il s'est dit... Il ne s'est pas posé la question comme d'autres garçons peuvent se dire où on voit que des filles. Lui, il a vu maman faire avec un garçon. Donc c'était normal de faire aussi ce sport. Donc vouloir le faire, c'était aussi logique pour lui. Mes 2 enfants ont fait les bébés nageurs, donc ils savaient nager, ils ont su nager très tôt. Donc le grand a plutôt fait des sports de ballon, basket, foot, tennis et water polo. Il a fait pendant un bon moment du water polo. Et c'est vrai que Maceo, c'était des sports artistiques. Donc à partir du moment où il a fait de la danse et de la gym, lui, il a demandé la synchro.
Mon mari s'est posé la question, parce que la gym, ça reste encore assez ouvert aux garçons, enfin un peu plus commun, on va dire, et pas trop la synchro. Et il avait surtout peur des critiques, de ce qu'il allait pu prendre, ce qu'il aurait pu prendre comme remarque et comme discrimination. Il fallait être fort aussi pour pouvoir continuer et persévérer là-dessus. Donc il a mis le haut là plutôt là-dessus. On va attendre, on va voir ses envies, être sûr que c'est son envie propre et pas vouloir faire comme maman. Donc quand on lui pose la question, vous pourrez un jour sûrement l'interviewer, il va vous dire moi j'ai attendu 2 ans pour pouvoir faire de la synchro alors que je le voulais. Oui. En effet, on a un peu attendu. Après, pour moi, il n'a pas perdu son temps parce qu'il a fait d'autres sports qui lui a apporté complètement aujourd'hui. Et au bout de 2 ans, je lui ai dit là on va en faire un frustré, donc on va arrêter de lui dire non et on va lui proposer, on va voir après comment ça marche. Et donc pendant un moment, il a continué danse, gym et synchro. Il m'a assez vite dit maman, la gym, moi j'arrête parce que c'est pas assez artistique. Donc il savait vraiment ce qu'il voulait. Et il a continué la danse et la synchro. J'ai insisté sur la danse parce qu'à un moment donné, il avait déjà trop d'entraînement de synchro et il y avait de la danse qui était compris dedans, mais c'était une heure de danse un peu tranquille alors que lui, il était au conservatoire. Donc j'ai négocié le fait de ne pas faire la danse avec le club, mais garder de la danse au conservatoire pour que moi j'avais envie vraiment de lui ouvrir les portes et pas le freiner à un sport et lui dire voilà, tu as le choix. Qu'est-ce que tu préfères si tu vas plus loin dans l'un et dans l'autre en fait. Donc il a eu cette possibilité-là. Et c'est de lui-même, bien sûr, il a voulu continuer la synchro. Rentrer en compétition, je pense qu'il est compétiteur aussi un peu comme moi, donc il s'est rendu compte que dans la synchro, la compète vient plus tôt en tout cas que la danse et que ça lui plaisait. Les chiens ne font pas des chats. Et voilà, après, en effet, la suite, il est rentré en équipe de France il y a 2 ans, alors qu'il était déjà le meilleur garçon de sa catégorie l'année d'avant, mais il n'avait pas l'âge. Donc un petit peu de frustration aussi qui a dû forcément un petit peu le pousser à aller plus loin. Et cette année, les premiers championnats du monde, ils gagnent en solo, ils gagnent en duo mixte. Ils font une médaille en équipe, c'est la première fois. Toute catégorie confondue qu'il y a une médaille en ballet d'équipe. Donc même en senior, en championnat du monde, on n'a jamais eu une médaille. Notre meilleur résultat, c'est 4e au championnat du monde. Ah oui. On a été championne d'Europe en ballet d'équipe, mais on n'a jamais eu une médaille en équipe. Et là, ils le font chez les jeunes, donc c'est la première fois. Chapeau. Et comment on vit le titre mondial de son enfant ? Alors dans les gradins, c'est pas évident parce que je suis maman, mais je suis en effet aussi entraîneur. J'interviens très souvent dans le club, donc le PAN, le Pays d'Aix-Natation, et je l'ai entraîné malgré moi parce que j'ai jamais demandé à le faire, mais comme les entraîneurs, j'ai toujours eu l'habitude de venir aider sur des chorégraphies ou sur des moments suivant les demandes des entraîneurs. Elles m'ont toujours demandé de venir et aussi quand Maceo était là. Il se trouve qu'au championnat de France, quand il a fait les championnats de France, comme son entraîneur avait beaucoup de solos, elle me confiait aussi Maceo. Donc j'avais d'autres nageuses en même temps, mais elles en prenaient et moi aussi, on partageait ça. Et c'est elles qui m'ont confié le Maceo au championnat de France, donc au championnat de France et aux interrégionaux, donc les étapes d'avant. Donc j'ai eu l'habitude d'être à côté de lui pendant la compète et ça, c'est plus facile parce qu'on contrôle aussi ses émotions, on se sent utile. Je lui donne des infos, des billes et donc être champion de France, ok c'est bien, t'as fait ton job. Il n'y a pas trop de, il y a de l'émotion, mais on se l'enfouit. Je pense que je suis avec lui comme avec une autre nageuse, donc c'est de la rigueur et c'est de l'attention de donner au bon moment pour la compétition, pour le mettre dans un bon état. Quand on est dans les gradins, on ne peut plus rien faire. Et donc ça, c'est très très dur pour moi, en effet. Donc l'émotion est là. Oui. Donc on est un peu plus envahi par ce moment-là. Et heureuse qu'il s'épanouisse aussi parce que c'est son envie, c'est son résultat et il y a forcément plein de risques. Alors la première année où il était en équipe de France, il a été champion d'Europe aussi et 4 jours avant sa perf, il ne devait pas partir parce qu'il est tombé, il s'est fait une blessure la veille de partir à la compète. Donc c'est plus ce processus-là qui a fait... il a pu nager et en plus il gagne qui a fait que je me suis effondrée à ce moment-là. Qu'au championnat du monde, là, les championnats du monde, il avait son organisation à peu près normale, les stages, et c'est par contre le fait d'accomplir son résultat, oui,
c'était génial aussi, quoi. C'est un moment où on se laisse déborder. Ouais. Et c'est plus difficile d'être sur le bord du bassin ou d'être dans l'eau sur le bord aussi, parce que dans l'eau on est acteur et pareil on a l'habitude de contrôler ses émotions et on a un job à faire en fait. Donc on est focus là-dessus, on est concentré et l'émotion elle va arriver après avec tout le monde, avec l'entourage ou sur le podium. Elle n'est pas quand on nage, alors que sur le bord du bassin, encore une fois, là on envoie le truc et on contrôle plus. Donc l'émotion arrive, les sentiments sont là. Donc c'est plus dur, oui. C'est plus dur en tant qu'émotion, c'est pas plus dur en tant qu'acteur. Parce que quand on le fait, forcément c'est quelque chose de compliqué. Oui, c'est quelque chose qu'on maîtrise en fait. Ouais. Mais du coup, vous avez vu l'évolution du sport sur toutes ces années. Est-ce que le sport de haut niveau a changé depuis vos années de sportive ? Alors, le sport de haut niveau en soi, je pense pas. Je pense qu'il demande les mêmes qualités, les mêmes intentions, le même cheminement, le même processus. Parce qu'il y a l'entourage, il y a la demande technique des juges, donc il faut prendre en compte tout ça. Mon sport à moi a évolué, bien sûr, parce qu'il y a eu le règlement qui a changé, il y a le savoir-faire, comme dans toute discipline, même quand on a un matériel, le matériel évolue. Nous, on n'a pas de matériel en soi, mais quand on est un nouvel athlète, on acquiert les informations des meilleurs, donc forcément on va plus loin, on a des difficultés qui arrivent au fur et à mesure, et le règlement. Donc ma discipline a énormément évolué en vitesse, parce qu'on a raccourci le temps de la discipline, mais on a voulu faire autant de choses dans un temps plus court, donc forcément on va beaucoup plus vite. Quand on regarde mes premiers ballets, justement, à Atlanta, on nageait très loin, c'était assez lent, mais en effet, c'était long. C'était beaucoup plus long. Les apnées étaient plus longues. Aujourd'hui, les apnées sont plus courtes, mais c'est encore plus cardio. Donc, là-dessus, ça a évolué. Et bien entendu, ce que je vous expliquais, le règlement qui a été révolutionné et qui a complètement changé en annonçant ses difficultés. Donc, il y a moins la place à la créativité. Ça va venir parce qu'il faut l'engranger, cette nouvelle organisation et réglementation, et on a moins le choix de créer parce qu'en fait on a une grille qui existe et on doit piocher dans cette grille pour composer nos figures. Du coup, j'ai envie plus de parler de création parce qu'on compose les éléments après les autres pour créer une nouvelle figure, mais le mouvement a déjà été utilisé. Donc justement, moi j'ai créé des mouvements qui sont aujourd'hui dans la grille de difficulté. Aujourd'hui, on peut le faire sur les portées. Donc en ballet d'équipe, créer un nouveau porté, on le filme, on l'envoie à la fédération internationale pour dire on a cette nouveauté, combien ça vaut. Sur les figures, donc individuellement, sur les figures, donc c'est les jambes en l'air, et que ce soit en duo ou en solo. Aujourd'hui, il n'y a pas de process qui permette de dire j'ai créé une nouvelle figure, combien elle vaut. Avant, c'était faisable, mais il n'y avait pas de points. Donc, on créait comme on voulait, mais il n'y avait pas de points. Donc, c'est cette façon de faire qui est une gymnastique. Il y a une stratégie qui est mise en place parce que dans l'année aussi, on ne va peut-être pas tout montrer. Parce que les autres pays, les autres clubs vont savoir combien de points on annonce. Et ben, les autres, ils vont vouloir faire plus, forcément, avant la dernière compète. Donc, il ne faut pas trop en dire, pour pouvoir en garder sur le coude au dernier moment. Son jeu. Et il faut souvent cacher du coup sa chorégraphie pour pas montrer tout ce qu'on a fait pour stratégie. Donc c'est pas le même processus, c'est plus compliqué, j'ai envie de dire, pour les entraîneurs, beaucoup, parce qu'en effet il va falloir être très stratégique. Qu'avant, on faisait sa chorégraphie, il fallait se la préparer physiquement et on pensait plus qu'à ça. Finalement, que ce soit parfait physiquement, qu'on l'assume dans la difficulté de l'athlète, plus que il ne faut pas qu'on nous pique ça, et il faut qu'on mette des difficultés à tel moment et à d'autres moments, quoi. Donc après, c'est un apprentissage aussi, quoi. Il y a une chose qui a changé par contre depuis vos années d'athlète, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Ces réseaux sociaux, est-ce qu'ils modifient la pression qu'ont les athlètes ? Ah, sûrement. Bien entendu, on l'a encore vu sur les Jeux Olympiques d'hiver, là, les meilleurs qui arrivent avec un savoir-faire, on a l'impression que c'est des robots, non, c'est des humains parce que les gens se rendent pas compte, mais chaque petite parole, alors que
voilà, on les voit pas, donc ils se permettent de dire ce qu'ils veulent sans filtre. Ça peut faire très très mal et rien qu'une chose anodine pour eux. Donc oui, ça peut engendrer dans la tête des matières grises et ça peut détruire complètement des personnes même. Ça peut aller jusque-là. Donc il faut faire très attention. À mon époque, on n'avait pas encore ces réseaux-là, donc finalement c'était bien pour ça. C'était pas forcément bien dans la connaissance de notre discipline et justement nos aides financières qui peuvent être plus faciles aujourd'hui. Mais en effet, pour la préparation mentale, c'est un fléau. Et il faut savoir l'utiliser. Et savoir aussi dire, là, je ne regarde plus, je n'écoute plus parce qu'il faut que je reste concentrée et dans ma bulle, en fait. Et les gens qui parlent, il faut les laisser parler. Hein. Donc oui, c'est compliqué. Ouais. Et est-ce que la compétition vous manque ? Alors, oui, c'est ça qui manque en premier. Quand on arrête, on sait très bien qu'on va avoir un manque d'adrénaline et un vide de cheminement de processus, d'objectifs. La compétition, c'est un moment qui nous fait vivre l'extraordinaire et qu'on n'arrive pas toujours à reporter. Donc il faut aussi savoir, quand on arrête, se dire je dois trouver une adrénaline ailleurs. Comment ? C'est un peu la question. La question de plaisir est hyper importante déjà dans notre métier, dans notre organisation familiale ou professionnelle. Donc oui, la compète manque. Après, il faut en être conscient. Il faut se dire aussi qu'il y a un temps à tout. La compétition, elle est là grâce à son corps. Et son corps, c'est son outil de travail, mais à un moment donné, il dit stop aussi. Donc il faut en être convaincu. Si on ne se dit pas j'aurais pu encore... dans la tête, tu peux, mais avec le corps, tu ne peux pas. Donc il faut arriver à jauger tout ça et à se l'expliquer, se donner des raisons. Oui. Donc après, il faut être honnête avec soi-même. Voilà, quand on comprend pourquoi on est entre guillemets obligé d'arrêter ou on doit arrêter, on comprend on accepte que la compétition ne soit plus là. C'est plutôt ça, quoi. Et en dehors de l'entraînement et d'être consultante, vous avez une autre activité depuis que vous avez quitté la compétition ? Je suis architecte intérieur designer, donc c'est mon métier que j'ai fait en parallèle de mes études, de ma carrière. Pardon, j'ai fait mes études en parallèle de ma carrière. Donc c'est mon métier. Maintenant, c'est pas que mon métier parce qu'en effet, je suis pas trop sortie du monde du sport et j'ai une double casquette. Donc je suis consultante pour la télé, mais ça, j'ai envie de dire que c'est anecdotique puisque c'est seulement tous les 4 ans. C'est 5 jours tous les 4 ans, donc on n'en vit pas. Je suis par contre consultante, je peux intervenir pour des team building et des interventions d'entreprise. Voilà, ça, je peux le faire. Pas assez pour que ce soit mon unique métier, mais je peux en faire régulièrement. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, c'est partager, échanger et donner notre savoir-faire dans un parallèle pour notre profession. Et j'entraîne aussi de temps en temps, que ce soit ici à Aix-en-Provence ou même à l'étranger, puisqu'on m'appelle donc à l'étranger pour monter des chorégraphies notamment, ou une demande technique. Donc ça, c'est du one shot, c'est des interventions. Souvent les équipes nationales ont leur entraîneur et elles me demandent d'intervenir pour aussi une bouffée d'air parce qu'on a tellement de chorégraphies à monter qu'elles-mêmes ça leur fait du bien. Donc je suis chorégraphe, j'interviens et après je laisse l'entraîneur continuer. Je peux revenir pour faire des modifications. Un peu plus comme une consultante. Voilà. Donc j'ai ça aussi. Ouais. D'accord. Et si vous regardez maintenant votre carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer dans votre carrière ou vous êtes satisfaite du parcours que vous avez eu ? Alors, changer, non, parce que je pense que j'ai pas mal abouti à pas mal de choses. Maintenant, le fait de ne pas avoir une médaille en équipe, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et peut-être insister sur une organisation, une aide extérieure qu'on aurait pu avoir, je pense. Et on s'en est rendu compte en tant que nageuse, mais on n'a pas eu ou trop notre mot à dire ou la possibilité. Donc ça, je regrette de ne pas l'avoir dit un peu plus fort, en fait. Parce qu'on est un sport d'équipe et on ne choisit pas nos entraîneurs. Donc c'est la fédération qui a 2 entraîneurs et on doit faire avec. À un moment donné, je pense que ça n'a pas suffi pour notre équipe.
Il y a des consultants comme moi, donc en chorégraphie, qui voulaient travailler avec la France et ça n'a pas été accepté. Et je pense que c'est une erreur de la fédération de ne pas avoir mis ça en place pour l'équipe. Ouais. Un peu trop fermé. Oui. C'est ça. J'ai pu le faire sur le solo avec beaucoup de difficultés. Parce que, en effet, l'entraîneur que j'avais à ce moment-là a été excellent et m'a énormément apporté, mais chorégraphiquement parlant, je ne m'y retrouvais plus et je n'arrivais pas à avancer. Donc j'ai eu besoin de travailler avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai travaillé en effet avec un entraîneur russe pendant 2 ans. Ça a été très compliqué parce que ça n'a pas été accepté. C'est moi qui l'ai prise en charge à 100% la première année et finalement ils ont vu que ça avait apporté ses fruits. Enfin, c'était pas contre la France et la fédération parce qu'elle n'était pas là toute l'année. C'était encore une fois une consultante. Et donc la deuxième année, ils m'ont un peu aidée, mais ça a été quelque chose de très lourd aussi pour moi et mentalement à supporter. Et j'aurais dû le faire pour l'équipe avant. Et ça n'a pas été fait non plus parce que c'était vraiment impossible. Je l'ai vu après quand j'ai voulu le faire toute seule, donc c'était compliqué. Mais je trouve ça dommage parce qu'en effet, c'est pas cracher sur l'organisation française. On a des super structures, on a une super organisation et un super savoir-faire, mais des fois on a besoin d'une bouffée d'air en fait, pour upgrader et pour aller plus loin. Et c'est cette ouverture d'esprit et cette curiosité de temps en temps qui manque en effet à la France. Et on voit, il y a de très bons athlètes qui sont de très bons entraîneurs qui sont obligés de partir à l'étranger parce que la France est carrée, c'est comme ça et ça sera pas autrement alors qu'on pourrait travailler différemment pour être encore plus fort, quoi. Donc c'est ce regret-là que j'ai sur l'entièreté de ma carrière. Après, le fait de ne pas avoir de solo au jeu, c'est forcément un regret, mais j'y suis pour rien, donc je ne peux pas recommencer. Vous n'avez pas pu le changer. Oui. On arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question quand même, qui est la question habituelle, une question presque piège, parce que je veux savoir quel est le lieu que vous préférez à Aix-en-Provence. Ah oui, c'est pas un piège, parce que je sais exactement, c'est la place d'Albertas. La place d'Albertas, tiens. Alors, j'ai énormément de lieux à Aix, j'adore ma ville et c'est aussi pour ça que je suis revenue. Le cadre, bien sûr, il y a le soleil, mais ça reste une ville en étant un peu familiale. Je trouve que ça reste à échelle humaine, donc ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que la place d'Albertas, c'est un petit cocon qui fait semi-fermé, semi-ouvert, et mon mari, quand je l'ai fait descendre à Aix aussi, il a flashé sur cette place-là, donc ça reste un coup de cœur. C'est la plus photographiée, la plus filmée d'Aix. Peut-être en plus. Alors j'aime beaucoup la photographie aussi, c'est vrai que moi-même je fais machinalement des photos sans arrêt quand je suis dans la ville, et la place d'Albertas, c'est mon coup de cœur. Alors en plus j'habite à Bouc-Bel-Air et il y a les jardins d'Albertas, donc ça... Il y a une histoire aussi dans ce nom-là, peut-être. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir avec plaisir. Appris tant de choses sur la natation artistique. Merci beaucoup. Merci. Et donc c'est ainsi que s'achève cet épisode des gens d'Aix, et je remercie Virginie Dedieu qui est venue à notre rencontre pour nous parler de sa carrière exceptionnelle, elle qui a fait briller et qui fait briller encore aujourd'hui Aix-en-Provence. Si vous avez aimé cette discussion, si elle vous a touché, vous pouvez la partager à vos amis autour de vous, vous pouvez parler des gens d'Aix, et puis vous pouvez aller, si vous avez le temps, mettre un petit like ou un pouce sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, ou même YouTube. Ce podcast, vous pouvez le voir et l'écouter grâce à Arthur Buisson et à Nicolas Barcelot à la technique. Et vous pouvez aussi venir sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode. Je serai ravi de répondre à vos questions. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir. Et on se retrouvera bientôt avec un nouvel invité qui, j'en suis sûr, fera parler les Aixois.